Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 114e Citrep en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël et bonjour tout le monde. On a été un petit peu retardé pour ce 114e Citrep parce que je me réinstallais en France. Voilà. Voilà, tu es rentré de Damas il y a quelques semaines. Ouais. Donc voilà, Début novembre exactement. Et puis Mhm, voilà. d'accord. Voilà. Donc le Citrep qui traite bien sûr de ce qui se passe en Syrie et dans toute la région. Alors on va commencer par dire quelques mots sur ce qui se passe en Palestine. Oui, alors en Palestine, les Israéliens accentuent la répression totale contre le peuple palestinien, aussi bien contre le peuple, contre les détenus, même les détenus qui sont en grève de la faim. Il y en a qui font déjà grève de la faim depuis plus de 100 jours et l'administration refuse de les libérer alors qu'ils sont au risque de mort totale. Il y a la répression contre les habitants de la région, de toute la province de Jérusalem et de tous les villages autour. Une répression contre mais violente en fait, avec une violence, des violations de domicile, des destructions de domicile, destruction de boutiques. Violence totale contre la population, en toute impunité d'ailleurs, au vu et au su du monde entier. Violence contre les habitants même de la Cisjordanie, à Naplouse, à Ramallah, des violations de domicile. Aujourd'hui, donc, ils font aussi une opération qu'ils appellent le Loup bleu, qui transforme aussi les soldats en plus d'un appareil de répression, un appareil d'espionnage. Ils prennent des photos de tout le monde, de tous les enfants, dans toutes les situations, dans les écoles, même violant leur domicile chez eux. Et ils arrêtent les petits-enfants, à 7-8 ans maintenant, pour faire pression sur tout le monde et faire peur. En fait. On voit d'ailleurs qu'ils sont complètement... Mais aussi répression contre les pêcheurs à Gaza, destruction de leurs bateaux de pêche, puisque en plus c'est leur moyen de subsistance, la pêche. Hein. Sous cet embargo total dont souffre la population de Gaza. Donc, on voit que c'est de plus en plus criminel et de plus en plus horrible, en toute impunité. Je crois que tout ceci montre aussi la peur des Israéliens, la peur de l'État d'occupation, de tous les personnes, de tous les résistants palestiniens et en fait du peuple palestinien qui est devenu un peuple résistant en entier, effectivement. Donc voilà, ça c'est l'horreur. Donc ça c'est l'opération Loup En Bleu, même hein, temps, tu nous as parlé, voilà, le l'opération Loup loup Bleu. bleu et voilà, et une opération qui et tout ceci, pourquoi augmente en fait cette peur des Israéliens? Parce que effectivement, le front de la résistance, il est de plus en plus renforcé par d'abord que je voudrais souligner les victoires des Yéménites. Le peuple yéménite emporte victoire sur victoire et il est sur le point de la libération totale de Ma'rib. Mhm. Il faut savoir que maintenant l'aviation israélienne participe aussi dans le bombardement du Yémen avec les Saoudiens. Cette opération a été aussi voulue pour les Israéliens, en fait, par l'Arabie saoudite, c'est pour servir Israël et les Américains derrière, bien entendu. Maintenant que les Yéménites sont sur le bord de la libération de Ma'rib et que les Saoudiens se retirent d'ailleurs de toute la partie ouest, hein,
des côtes ouest du Yémen, on peut penser que c'est une affaire de quelques jours, quelques heures, voire pour que le Yémen déclare effectivement la victoire totale et que les Saoudiens et leurs alliés se retirent complètement. On peut l'espérer en tout cas. Mhm. Et puis voilà. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, donc effectivement, comme vous le savez, la résistance palestinienne fait partie du front de la résistance aussi. C'est le cœur, c'est aussi. Donc ils viennent épauler la résistance palestinienne, ce qui explique une peur totale des Israéliens de l'état d'occupation et toute force d'occupation dans la région. On voit aussi les, les Turcs et les Américains qui essayent de se, comment dire, déjà, parfois ils disent on se retire, parfois ils se retirent pas, mais ils ont quand même des dégâts aussi bien en Syrie, surtout dans leur base Al-Tanf, mais aussi dans la base qui est aux côtés des puits de pétrole syriens du côté de Hasakeh, donc dans le nord-est de la Syrie. Là, ils essuient coup sur coup, mais surtout Al-Tanf aussi, ils forment des nouvelles formations de mercenaires, etc. Mais dernièrement, donc, une nouvelle formation qui s'appelle l'armée syrienne du lendemain ou de demain, qui a été, à peine ils sont sortis de la base Al-Tanf, ils ont été complètement dégommés par l'armée arabe syrienne. Donc, ça, c'est aussi le point. La Turquie commence aussi à voir un petit peu. Alors, on voit quand même la Turquie, elle amasse des troupes sur les frontières syro-turques, aussi bien à Idlib qu'à Hasakeh. À Idlib, ils amassent des troupes et leurs mercenaires qui sont soutenus, les mercenaires, les différentes forces, factions terroristes qui sont soutenues par la Turquie, elles, euh, elles ont été surarmées, en fait, à nouveau, mais en fait, elles se battent entre elles. Mhm. Donc, on voit Hayat Tahrir al-Sham qui se bat avec les autres, et donc en Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, qui se bat contre l'armée du Turkestan, qui se bat contre, et il y a et tout ça dans les villes, il y a de ce fait donc des victimes civiles, mais ils s'entretuent. Et fort heureusement qu'ils s'entretuent, ils s'éliminent entre eux. Et donc, l'armée syrienne est là pour, effectivement, elle aussi, il y a eu un bombardement de la part de l'armée arabe syrienne et de l'armée russe conjointement sur les bases de ces terroristes, hein, Mhm. et sur les quartiers généraux, je dirais, de ces terroristes. Oui, Donc, il y a eu beaucoup de... c'est ce que tu me disais en préparant cet entretien, qu'il y avait un quasi-accord sur la reprise d'Idlib. Absolument. Et donc, en fait, c'est une réalité aujourd'hui. Enfin, c'est une réalité. C'est une position qui est maintenant largement partagée entre les Russes et les Syriens au niveau militaire, étant donné que les terroristes continuent à envoyer des missiles sur les villes civiles, sur les villes, sur les maisons des habitants, à l'ouest d'Alep et aussi à Hama et à Homs, dans le gouvernorat, en fait, sur les villages dans le gouvernorat de Hama et de Homs. Donc, ça a été effectivement, c'est un accord. Tout le monde est arrivé, enfin, la Russie est arrivée à la conclusion, je dirais, et à la certitude qu'il faut absolument passer à l'action militaire pour
libérer Idlib totalement et donc à plusieurs reprises, la Russie affirme sa position de soutien stratégique de la Syrie pour se débarrasser complètement de tout terrorisme sur son territoire. Mhm. Alors, Euh, de on ce va. fait, Mhm. oui, pardon, vas-y. Avant de continuer, peut-être, si tu voulais peut-être parler des bombardements turcs qui avaient lieu dans le secteur également. Alors, la Turquie a commencé à bombarder effectivement les positions de Qassad, puisque du côté de Hasakeh, Mhm. euh, et c'était des bombardements violents, ce qui a fait que rapidement, et puis bien sûr, les États-Unis ont fait comprendre à Qassad que de toute façon, ils n'interviendront pas pour pour les protéger. Mais n'empêche, ils continuent à leur fourguer. Alors, il y a eu deux temps dans cette période de un mois où on s'est pas vu, on n'a pas parlé. Un premier temps où les Américains ont retiré quelque chose comme 290, comment dire, trailers, en fait, camions et grands transporteurs américains, en fait, qui étaient aussi pleins d'armes, de munitions, d'armes lourdes, etc. Ils ont été retirés vers l'Irak, hein, donc via la porte, le passage d'Al Walid, qui est un passage illégal qu'ils ont mis en place, qu'ils ont vers l'Irak. Et c'est là par où d'ailleurs passe le pétrole volé à la Syrie, le gaz volé à la Syrie, ainsi que les denrées, pas les denrées alimentaires, mais c'est surtout les récoltes de blé et de coton qui sont volées à la Syrie. Il transite par ce passage-là, passage à l'Oualid. Mais en fait, quand ils se sont retirés comme ça, les dirigeants de Qassad se sont dépêchés d'aller à Damas, en fait, pour négocier avec l'État syrien, qui d'ailleurs n'a jamais fermé la porte à la négociation avec eux. Et ils ont comment dire, ils ont dit que de toute façon, toutes leurs revendications, ils sont ils sont quand même ils reconnaissent l'autorité syrienne et qu'ils sont pour l'unité du territoire syrien. Ils sont contre toute séparation, qu'ils n'ont absolument aucune intention de créer un État, kurde en Syrie et que de toute façon, toute leur demande se résume à avoir la possibilité d'enseigner la langue kurde dans leurs écoles et puis avoir un statut de citoyen normaux, etc. Ce qui est le cas en fait depuis 2012, 2011 même, juin 2011, toute la situation des réfugiés kurdes qui étaient venus de l'Irak au temps de Saddam Hussein, a été régularisé en fait parce que ces réfugiés, ils n'avaient pas de carte d'identité syrienne, ils étaient là depuis un certain temps et donc ils étaient en situation un peu d'apartheid. Mais là, depuis 2011, juin 2011, donc leur situation a été régularisée et leurs cartes d'identité on leur a distribué des cartes d'identité, ils ont été reconnus comme citoyens syriens, disons. Mhm. Mais là, ils disent, OK, tout ce qu'on veut, c'est effectivement qu'on puisse enseigner le kurde dans nos écoles, chose à laquelle l'État syrien n'a jamais été opposé.
puisque en Syrie, je voudrais rappeler quand même, les Arméniens enseignent l'arménien dans leurs écoles, etc., les gens d'origine arménienne. Et donc, il n'y a pas eu de problème. Et ils voulaient aussi une certaine autonomie de gestion dans leur région. Sauf que dans la région nord-est de la Syrie, or, en fait, toute en fait, tout ce qu'ils demandent est largement répondu, je peux dire, par la loi l'administration sur les conseils d'administration, en fait, sur les conseils Municipaux. régionaux, municipaux et régionaux. Donc, en fait, c'était toujours la réponse de l'État syrien. Mais oui, il y a effectivement une possibilité, une spécificité de gestion à travers donc les conseils régionaux et les conseils municipaux. Donc, vous n'avez qu'à y participer et puis voilà. Et en fait, donc tout ça, ça a été une fois les Américains se sont retirés un petit peu, c'était la position et l'accord, et ils se sont mis d'accord sur la position de l'État syrien. Et très vite, donc, les Américains sont revenus en force, avec aussi autant de matériel roulant et autant de... et donc, ils reviennent, et puis voilà, à nouveau, qu'ils rehaussent le palier, je dirais, de leurs revendications. Ils disent non, non, ça ne suffit pas, il nous faut autre chose, etc., etc. Il faut savoir quand même que la position des Kurdes, en fait des Kurdes de Qassad, parce que je voudrais quand même rappeler que Qassad n'est pas que des Kurdes. Qassad sont des milices qui sont en grande partie composées par des tribus arabes qui jusqu'à maintenant donc étaient contre l'État syrien, et puis là les unes après les autres ces tribus reprennent comment dire avouent à nouveau leur loyauté, et vous leur loyauté et obéissance à l'État syrien. Donc ils reviennent vers l'État. Je voudrais rappeler aussi que c'est eux qui ont appelé à la régularisation de la situation de beaucoup de personnes qui aujourd'hui se fait à Deir ez-Zor, la régularisation massive des personnes qui étaient dans ces camps. Qui étaient notamment des déserteurs, notamment, si j'ai bien compris. Voilà, des déserteurs à la fois du service militaire, du service civil, etc., qui reviennent, et parce que aussi ils sont traumatisés aussi par la répression de Qassad, qui continue à kidnapper leurs enfants, qui les enrôle de force aussi comme combattants de leur côté, et comme mercenaires, quoi. Et donc là, il y a donc ces tribus commencent à prendre de plus en plus d'influence. Les tribus qui sont revenues vers l'État donc reprennent de plus en plus d'influence les masses, je dirais, et dans la population de Jazira, en fait, hein. Ce qui fait que Qassad va finir peu à peu par devenir une sorte de peau morte, de coquille vide, mais dont les dirigeants. Alors, il y a deux parties de dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont des Kurdes syriens, et d'autres qui sont des Kurdes qui viennent de Wadi Qandil. En fait, ce sont des Kurdes turcs et iraniens. Donc, c'est eux qui affichent les positions les plus, je dirais, les plus jusqu'au boutiste, en fait, hein. Voilà. Donc maintenant, dans cette oscillation, on ne sait pas, comme ça change du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils sont à nouveau, ils remettent le plafond des revendications assez haut. Demain, ils vont le baisser encore, etc.
Bon, les bombardements des Turcs, les Turcs ont bombardé donc des positions de Qassad, ce qui a fait que Qassad a couru vers l'État syrien. Il n'y a que l'État et l'armée syrienne qui peuvent les protéger et qui peuvent protéger, non pas seulement les protéger à eux, mais protéger le territoire syrien de Hasakeh, qui est de l'ensemble du gouvernorat de Hasakeh de Rezor, il n'y a que l'armée arabe syrienne qui pour le faire. Donc, le jour où ils auront compris ça, on peut dire que effectivement, cette partie reviendra à l'État syrien, sous le contrôle de l'État syrien, et ça mettra fin quand même à cette souffrance totale de la population à qui on casse les maisons, on détruit les récoltes, on vole les revenus, etc., etc. Voilà. On peut La préciser. population kurde aussi, je dirais, la population kurde aussi bien là qu'à Afrin, etc., par la voix de pas mal de représentants politiques, en fait, kurdes, affirment leur loyauté vis-à-vis de l'État syrien et sont pour que ces quelques dirigeants ou ces quelques partis politiques qui sont minoritaires et qui sont liés aux Américains reviennent sous l'autorité de l'État syrien. Mhm. On peut préciser aussi que les forces de Qassad, hein, les FDS, elles continuent de piller des récoltes et d'incendier dans la région. Tout à fait. Alors, il y a les forces de Assad d'un côté et de l'autre côté, les terroristes qui sont soutenus par la Turquie de l'autre côté, qui continuent aussi à tirer des missiles à Alep sur les villages ouest d'Alep, qui continuent à terroriser la population, à brûler les récoltes aussi. Par des petits mercenaires interposés, donc voilà, ça, et récemment, il y a eu de grands incendies dans les banlieues ou dans le gouvernorat de Messiaf, Marmarita notamment. Il y a eu des arbres fruitiers qui ont été bouffés par les flammes. Avant des arbres des oliviers, des pommiers, des grenadiers, des figuiers qui ont été avant peut-être cueillis complètement, qui ont été bouffés par les flammes. Mais bon, l'armée avec les pompiers syriens, ils arrivent à mettre fin à ces incendies, mais qui recommencent sans arrêt. Donc ça, c'est aussi un point important. Ça fait partie de cette guerre de blocus total, en fait, que mène ce pacte américano-turc, israélien et franco-américain aussi, parce qu'il faut dire, il faut pas nier non plus la participation de la France dans ces destructions et qui cherche à détruire la Syrie économiquement, à l'appauvrir pour diminuer pour porter atteinte à sa souveraineté en fait. Hein. Mhm. Donc le blocus ajouté à ces destructions, empêcher la Syrie de redémarrer sur le plan économique et l'empêcher aussi en fait, de consolider sa victoire militaire par une victoire économique et une indépendance et une souveraineté économique totale. Mhm. Ce que cherche toujours la Syrie à faire. Voilà. On va parler maintenant des différentes visites qu'il y a eu en Syrie Alors, depuis qu'on s'est attends, vu la dernière avant, fois. je Oui. voudrais dire quand même dans le cadre des agressions, ce Mhm. matin, il y a eu une agression israélienne et depuis que notre dernier site-rep jusqu'à maintenant, il y a eu euh, deux agressions israéliennes contre la Syrie, ce qui fait 3 en 4 semaines. 3 agressions en 4 semaines. Et là, je voudrais dire, bon, c'était une agression, des missiles qui ont été envoyés aux alentours à la banlieue de Damas, en fait, hein, pour d'autres dans la banlieue de Homs, en fait, et la première, ça a été dans le centre du pays, à Palmyre. Donc, Homs, Palmyre,
Damas, etc., les Israéliens envoient des missiles et d'ailleurs, la dernière agression, on en avait parlé, ils avaient pris, c'était des avions qui avaient pris le chemin des avions civils, en fait, hein. Et donc, l'armée syrienne n'a pas pu tirer dessus pour pas tuer pas faire des accidents avec des civils, des avions civils. Et c'est les deux derniers, donc, ils ont visé des positions. Là, ils ont bombardé une maison vide, d'après le constat syrien de ce matin. Donc, il n'y a pas eu il n'y a pas de victimes cette fois-ci, mais il y en a eu dans les deux dernières fois. Et c'est très grave. En fait, tout ça, c'est aussi les Israéliens montrent d'une part leur connivence systématique avec les terroristes. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils viennent bombarder, ça d'une part. Et d'autre part, c'est aussi montrer qu'ils sont là, qu'ils ont tout intérêt à ce que effectivement la Syrie continue à être dans le chaos, disons, et à empêcher toute construction, toute reconstruction à avoir lieu. Donc c'est troubler la sécurité générale, la sécurité publique, de manière à ce que tous ceux qui veulent construire ou qui sont en train de construire, donc on parle pas des locaux au niveau de la Syrie, mais par exemple les partenaires qui veulent venir construire, ils auront des difficultés et ils ne viendront pas tant qu'il n'y a pas une sécurité totale pour leurs agents dans la région, s'ils veulent participer à la construction. Donc, et pas seulement pour les agents, mais c'est aussi pour leurs investissements. Donc, c'est un petit peu l'objectif caché qui est derrière toutes de temps en temps, ou de manière systématique, ces attaques israéliennes. Et ça, d'une part, et puis d'autre part, c'est pour montrer qu'ils sont aussi très inquiets de la force que prend l'axe de la résistance, avec aussi bien donc le Liban, la résistance libanaise, l'État syrien, la résistance palestinienne. Maintenant s'ajoute la résistance yéménite qui gagne aussi, et donc la présence aussi de nos amis iraniens, des conseillers iraniens, des conseillers militaires sur le territoire syrien. Donc, qui sont là et qui resteront tant que l'État syrien est d'accord pour qu'ils restent, puisqu'ils sont là à la demande de la Syrie et à la demande donc de l'État syrien. Et donc, tout ça est parfaitement légitime du côté syrien. Les seuls occupants sont les États-Unis et la Turquie. Et Israël, bien sûr, l'État d'occupation israélien qui continue à occuper le Golan. Oui, tout à Donc, fait. voilà, et qui doit être libéré. D'ailleurs, il y a eu une motion sur le Golan à l'ONU qui doit être libérée incessamment sous peu par l'État d'Israël. C'est une motion, c'est une décision qui a été prise dans la dernière réunion des Nations Unies. Ok. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est Voilà. important de le souligner. Mm. Alors, en termes de politique, géopolitique, il y a eu plusieurs visites en Syrie récemment. Oui. Visite de responsables iraniens, visite de responsables russes. Est-ce que tu peux Mm. nous en parler déjà de ces deux visites-là? Alors, il y a eu aussi, en fait, un phénomène, une visite qui était importante. C'était d'abord la visite du ministre des Affaires étrangères émirati, en fait, des Émirats arabes unis, qui est Mhm. venu en Syrie et qui a été reçu par le président Assad. Je dis elle est importante, pas parce que les Émirats sont plus importants, mais c'est parce que c'est un phénomène nouveau, je dirais. Donc le retour, je voudrais rappeler quand même que les Émirats arabes unis ont participé à la guerre contre la Syrie, qu'ils ont armé et animé les terroristes, des hordes terroristes en Syrie, etc. Et que le fait aujourd'hui qu'ils viennent, et après, donc, je dirais la consolidation de la victoire syrienne, après
les élections du président Assad, en fait, qui ont été à un score complet, défiant toute concurrence, en fait. Là, je pense qu'il y a eu un état de fait d'acceptation de la victoire syrienne dans l'ensemble de l'environnement, non seulement de l'environnement local de la Syrie, mais aussi, surtout, au niveau international. Donc, il est clair que le plan de partition de la Syrie et le plan de casse, entre guillemets, de la Syrie a échoué et que là, c'est une reconnaissance, en fait, de cette victoire, une reconnaissance de l'État syrien à nouveau. Donc, ils sont venus, il est venu et il a d'ailleurs parlé de coopération avec la Syrie pour la reconstruction, etc. Donc, on peut se demander tout de suite, ah oui, mais quel est le prix de tout ça? Il n'y a pas de prix pour tout ça, parce que la Syrie, elle ne revient pas du tout sur ses positions. Elle est toujours, pour elle, c'est très important, la position par rapport à sa souveraineté et par rapport à l'évaluation de tout ce qui est normalisation des relations avec Israël. Que c'est ça ne se passera jamais en Syrie et que c'est une grande trahison, etc. Mais ça n'empêche qu'on peut effectivement traiter avec les États qui reviennent. La position, je dirais, de la Syrie, ça a été très philosophique, hein, très philosophe et très correct. Nous sommes prêts à accepter le retour de nos frères arabes à nous. Et puis, on est là pour accepter toute main tendue, effectivement, et sans aucune, bien sûr, sans aucune, comment dire, concession, mais on traite avec tout le monde selon les rapports de respect et de non-ingérence. Et ça, ce sont des choses qui ont été à nouveau affirmées, donc non seulement par la Syrie, mais ça a été aussi affirmé par le ministre des Affaires étrangères émirati, qui a affirmé quand même le soutien des Émirats pour la souveraineté de la Syrie et la souveraineté et non-agression de la Syrie, contre la Syrie, comment dire, oui, non-agression de la Syrie, et donc le respect de sa souveraineté et non-ingérence dans les affaires internes. Donc ça, c'est un point important qui montre que ce retour a été aussi fait sur la base de respect de la Syrie et non pas du tout sur la base de concessions faites par la Syrie. De ce fait aussi, je peux dire que la Syrie a participé à cette Expo Dubaï de 2020, qui ouvre la possibilité aussi, qui est une véritable vitrine internationale, qui ouvre la possibilité à faire connaître la Syrie et les produits syriens à tout un tas de participants à cette expo, et qui permet donc un redémarrage économique de la Syrie. Alors, voilà, donc on a évoqué, mais on n'a pas trop parlé en détail. Si tu pouvais nous en dire un peu plus des visites des responsables iraniens et russes en Syrie. Bien sûr. Alors, les responsables iraniens, alors le ministre des Affaires étrangères iranien est venu en Syrie, de toute façon, a réaffirmé aussi l'alliance stratégique qui lie la Syrie à l'Iran, d'un côté. De l'autre côté, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut effectivement renforcer cette alliance stratégique qui, jusqu'à présent, a existé sur le plan politique, militaire, etc., par des aspects culturels, intellectuels, économiques aussi, économique, politique et surtout aussi au niveau des universités pour la recherche
pour l'enseignement et Et la culture. Donc, même recherche et développement tu parlais même et de militaire, bien l'agriculture. sûr. Tu parlais aussi des domaines qui concernaient quand même l'agriculture aussi et même les douanes. Absolument. Ah, ça, c'était aussi avec les Russes, en fait, les Ah, pardon. douanes et Oui, l'agriculture. pardon. Oui, aussi. Et donc, de toute façon, effectivement, il y a une volonté réelle, je dirais, entre les deux parties, aussi bien la partie syrienne que la partie iranienne, mais d'un côté, et aussi la partie syrienne et la partie russe de l'autre côté, à renforcer cette alliance, je dirais, avec la Syrie sur l'ensemble des domaines de la vie économique, culturelle et politique et militaire, comme c'est le cas actuellement. Mais donc, c'est effectivement, il y a eu dans le domaine douanier des accords entre la Syrie et la Russie et au niveau des accords pour le développement économique, pour la reconstruction, pour les échanges aussi culturels, mais aussi au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche scientifique, au niveau aussi dans le domaine douanier qui permet une meilleure fluidité de transport et de transition et d'échange entre les deux pays des denrées alimentaires et des différentes denrées qui peuvent circuler entre les deux pays. Donc ça, c'était aussi important. Mhm, C'est important, je dirais, pour les phases à venir de la Syrie, qui sont la reconstruction et puis le redémarrage économique. mhm, Un point important aussi par rapport à l'Iran, c'est aussi le fait, bien sûr, l'Iran est un allié stratégique dans le front de la résistance, hein, c'est différent, et pas seulement contre le terrorisme, mais dans l'axe de la résistance, c'est aussi pour favoriser la lutte contre l'occupant israélien et la libération de l'ensemble des territoires mhm, et l'aide aux Palestiniens, donc le renfort des organisations palestiniennes qui luttent pour la libération de leur pays, mhm. de la Palestine. Alors, Voilà. on va essayer d'avancer un peu plus vite pour la fin de ce site rep. Donc, on va Mhm. juste évoquer le fait qu'il y avait eu en plus des visites iraniennes, russes, etc. et émiratis. Il y avait des visites, si je me trompe pas, jordaniennes, égyptiennes. Mhm. Absolument, Ce oui, qui tout montre à fait, en Syrie. la Syrie est de moins en moins isolée. Il y a eu la Oui, participation officielle de la Syrie au congrès de l'UNESCO à Paris. Si tu veux nous tout en à dire deux mots. fait. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a eu des visites de Jordaniens et des responsables jordaniens, des responsables égyptiens, notamment le ministre des Affaires étrangères. Mais surtout, avant, il y a eu aussi des visites de l'Algérie. L'Algérie plaide pour le retour à la Ligue arabe, en fait, hein, parce que le prochain congrès de la Ligue arabe se tient en Algérie et l'Algérie veut absolument que la Syrie soit réintégrée dans la Ligue arabe. Alors là, ça pose effectivement question, je dirais pour moi et pour nous tous, la question. La Ligue arabe a gelé avec la participation avec le fait qu'il y avait Qatar à sa tête et l'Arabie saoudite et tous les pays qui ont agressé la Syrie, ils avaient gelé comment dire, membership, en fait, hein, le positionnement syrien en Syrie, en fait, donc, le positionnement de la Syrie dans la Ligue arabe, alors que c'est un membre fondateur, en fait, geler La le qualité fait de qu'elle membre. soit membre, Mhm, oui, la qualité de membre, alors que c'est un membre fondateur et c'est donc complètement contraire à la charte même de la Ligue arabe. Donc, ils ont reconnu que c'était une erreur, en fait, etc. Mais je crois que de toute façon, là, il faut que la Syrie
La Syrie, pour l'instant, n'accepte, enfin, il n'y a pas eu de demande, disons, mais il y a beaucoup de pays, plusieurs pays, notamment la Syrie, notamment l'Algérie, l'Irak, qui plaident le retour de la Syrie à la Ligue arabe, et pas mal aussi de partis politiques de la Tunisie, qui plaident aussi cette même chose. Mhm. Bien sûr, après le fait d'avoir évincé un Nahda de la Tunisie, on verra que les choses peut-être avanceront différemment. Mhm. Dernier point, alors on a parlé, de, euh, excuse-moi, tu Oui, m'avais l'UNESCO. demandé L'UNESCO aussi. de l'UNESCO, oui, bien sûr. Alors la Syrie a participé officiellement à cette réunion internationale de l'UNESCO Mhm. récemment, donc, par la personne de Lamia Chakour, docteur Lamia Chakour, qui est notre ambassadeur à à l'UNESCO, mais aussi à la France. Mais en fait, elle a participé en qualité d'ambassadeur à l'UNESCO. Mhm. Euh, il va y avoir donc il y a eu récemment pardon une visite en Iran du ministre des Affaires étrangères turc, Ouais, Shaou Ogluk, si je me trompe pas. Chaouch Oglou. Shaou Ogluk. Ouais, Et puis ouais. donc non seulement en Iran mais aussi au Liban. Oui, alors Çavuşoğlu, il était en Iran et puis donc pour traiter des affaires concernant la Turquie et l'Iran. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Iran et la Turquie ont aussi beaucoup de relations et aussi beaucoup de frontières communes. Et voilà. Et puis partant de l'Iran, il est allé directement à Beyrouth, en fait. Alors, et soi-disant, alors il dit que il veut régler le différend entre l'Arabie Saoudite et le Liban, parce que je dirais juste une parenthèse. L'Arabie Saoudite est très fâchée contre le Liban parce que le ministre des Affaires étrangères avant d'être ministre, avait déclaré que la guerre que mène l'Arabie Saoudite contre le Yémen est une guerre absurde. Donc, ils étaient très fâchés. Ils ont demandé aux différents ambassadeurs de partir, hein. Donc l'ambassadeur est libanais et puis, il était de Bahreïn. Bahreïn a chassé l'ambassadeur libanais et puis l'Arabie Saoudite aussi. Et donc ce ministre des Affaires étrangères turc prétend améliorer les relations entre l'Arabie Saoudite et le Liban. Alors, il faudra savoir quand même plusieurs choses. Ça fait, oui, tu as raison de sourire et moi aussi je souris. C'est en fait la Turquie essaye de renforcer ce positionnement au Liban, hein. Il faut savoir que la Turquie, pardon, Oui, aussi, j'avais la compris. Turquie, ouais, mais la Turquie essaye de renforcer son positionnement au Liban. La Turquie a animé des organisations terroristes au Liban pour agir contre la Syrie et qui aussi créent diversions au Liban régulièrement. Elle a été, rappelons que lorsque Hariri a été comment dire, pas kidnappé, mais emprisonné, entre guillemets, en Arabie Saoudite. Il a été interdit de revenir à son pays aussitôt qu'il a été libéré à l'époque sous la pression ou avec l'aide de la France. Et donc, le premier pays où il est allé visiter, ça a été aussi Erdogan, en fait, ça a été la Turquie. Et que les Turcs comment dire, ils essayent d'agir sur une population de Turkmènes qui est au Liban. Donc, pour augmenter ses influences
et puis les utiliser comme masse aussi de pression. Ajouter au fait que la Turquie qui est détenteur du projet des frères musulmans, qui s'est cassé la figure dans la région, avec le Qatar d'ailleurs, donc il y a une alliance stratégique entre Qatar et la Turquie, et que l'Arabie saoudite comment dire, à un moment donné, a lâché ce projet des frères musulmans et a été même contre et il l'a combattu. Alors on se demande comment le ministre des Affaires étrangères turc vient améliorer les relations entre l'Arabie saoudite et le Liban, en fait, d'accord? Mhm. Donc, la réalité, c'est que ils essayent d'augmenter leur influence pour agir sur la politique du Liban et contre la Syrie d'un côté et contre le redémarrage, je dirais, économique du Liban éventuel. Mhm. Et surtout contre la résistance libanaise. Oui. Il faut savoir que tous les différents et toutes les pressions, que ce soit de l'Arabie saoudite, des États-Unis et des pays occidentaux de l'OTAN contre le Liban, visent à étouffer et à neutraliser les positions de la résistance libanaise. Donc là, il vient aussi pour agir contre la résistance libanaise et contre donc le Hezbollah en particulier essentiellement. Mhm. Donc voilà, Ok. on y Euh, voit clair comme ça. Mm. alors, avant de clore ce site web, j'aimerais beaucoup aimer que tu nous parles du prochain sommet à Astana, enfin le prochain sommet d'Astana qui aura lieu cette fois-ci au Kazakhstan, dans Mhm, sa capitale qui est Nour-Sultan, mhm, et qui est, mhm. donc si je me trompe pas, ce sera en décembre, en tout cas après le 20 décembre. Effectivement, donc le Kazakhstan a invité déjà ou a fait savoir que effectivement la nouvelle réunion d'Astana va avoir lieu donc dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, donc le mois prochain, à la deuxième quinzaine, et elle va avoir lieu à Nur-Sultan, alors que la dernière, elle avait eu lieu à Sochi, rappelons-le. Mais donc bon, donc ça c'est bien que ça a été fixé, mais c'est bon à savoir. Donc autour de la Et table se puis retrouveront la Russie, la Turquie, l'Iran. tout à fait. La Et Syrie sera puis présente ou pas? bah si, elle y est Oui. toujours, la Mhm. Syrie, effectivement, elle y est toujours. Bon, donc de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les données ont beaucoup changé, effectivement, entre la dernière réunion qui a eu lieu en 2019, hein, la 16e réunion d'Astana, et maintenant. Et Mhm. donc, voilà. Et qu'aujourd'hui, la situation continue de changer, puisqu'il y a eu une décision de libération de Idlib, des bandes terroristes qui se battent entre elles d'ailleurs. Elles sont en train de s'exterminer mutuellement, on l'espère. Voilà. Ok. Alors bah pour clore Alors, un oui. dernier point, je voudrais dire quand même rassurer les gens sur la situation interne en Syrie, la reconstruction, elle prend bon train, la reconstruction de la zone de Sheikh Najjar se fait de manière accélérée à Alep. En fait, l'objectif, c'est aussi de mettre en production, de remettre en production 200 unités de production à Sheikh Najjar, qu'il y a eu des accords aussi pour la production de 800 mégawatts d'électricité par une station solaire qui se construit. Il y a que de toute façon, la Syrie et le peuple syrien ne restent pas du tout les bras croisés malgré l'embargo, malgré la guerre, malgré les différentes attaques, etc. La situation s'améliore. Et la reconstruction de l'infrastructure, je voudrais quand même ajouter le fait
et qu'il y ait eu l'accord là pour transporter l'électricité de la Jordanie via la Syrie vers le Liban. Les poteaux électriques qui étaient complètement détruits par les terroristes sont en train de se faire construire par la Syrie aussi. Le gazoduc qui devait passer le gaz égyptien via la Syrie au Liban, il est pratiquement en train de se construire et il sera terminé aussi d'ici le premier trimestre 2022. Donc, le peuple syrien construit et la situation va s'améliorer. Là, il y a un passage très difficile dû d'ailleurs cet embargo criminel, en fait, ce blocus criminel des Américains contre la Syrie, des Américains et des pays de l'OTAN, qui d'ailleurs n'arrêtent pas de se targuer de dire ah, on veut protéger la Syrie, on veut protéger le peuple syrien, on veut envoyer des aides humanitaires et ils se plaignent que l'État syrien n'accepte pas l'aide humanitaire qui passe par Bab el-Hawa, par les frontières turques, parce qu'il faut qu'il passe et il exige, l'État syrien exige que ça passe par lui, comme sur respect de sa souveraineté. Et ben rien du tout. Alors tous ces pays occidentaux qui prétendent avoir défendre le peuple syrien, ben, ils participent aujourd'hui au fait qu'il est froid, qu'il est faim et qu'il soit dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins immédiats du fait du manque d'électricité et du fait de l'embargo. Donc, qu'on arrête de nous raconter des bobards. Ce sont eux, c'est ce blocus criminel qui est la cause de tous les maux de la population en Syrie. Voilà. Eh bien, Issam Mitani, merci beaucoup pour tes analyses et pour ton témoignage. Et je te donne rendez-vous à dans 2 semaines. Merci beaucoup et merci à tous. À bientôt. Thank you.